Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la présidente de l'association Protection de la santé et du cadre de vie qui vous organise ce forum avec un thème, l'eau et l'air, quelle influence pour le monde du vivant. Un thème qui n'a jamais été fait en France de cette manière-là, puisque on parle toujours de l'eau d'un côté, puis de l'air de l'autre, et on ne les associe pas. Or, pour moi, dans l'univers, on est un circuit fermé, l'eau s'évapore, va récupérer quelque chose dans l'air. Cet air, à un moment donné, va faire, avec les pluies, etc., va retomber. Et à un moment donné, on revient à nouveau dans ce circuit-là. Et donc, si on ne comprend pas que l'on pollue soit en bas, soit en l'air, c'est la même chose, on va avoir de sérieux problèmes. On en a déjà, mais là, ça va s'amplifier. Donc, c'est une séquence un petit peu émotionnelle pour moi, parce que à cette place devait être Claire Sévérac. C'était mon amie. Et c'est vrai que elle nous a quittés le jour de Noël. Et voilà, c'est encore douloureux pour moi. J'ai trouvé une autre Claire pour la remplacer. Et pour moi, ça a été super parce que voilà, je vais vous lire un petit peu le texte. Comme ça, je ne vais pas me perdre dans mes émotions. Donc, toutes les conférences de ce week-end sont importantes pour parler de l'eau et de l'air. Mais voilà, celle-ci est pour moi de la plus haute importance, car le sujet est ignoré de la plupart des Français. Et ça fait partie, tout le monde ici a sûrement entendu parler au moins de certaines notes scientifiques par rapport à l'eau, de la mémoire de l'eau. La majorité d'entre vous n'ont jamais peut-être regardé en l'air ce qui se passait. Même lors de la COP21, ce sujet a été ignoré sciemment, je vais dire. On en a parlé un quart d'heure, je crois. Juste énoncé pour dire que, voilà, on voyait passer un vol d'hirondelles, dans le ciel. C'est pas grave. Et aucun de nos politiques n'a relevé ça de façon importante, ce qui est encore plus grave pour moi. Il faut savoir que l'on touche à des intérêts de très gros lobbies et que nos hommes politiques ne peuvent rien dire parce que leurs partis politiques sont payés par ces lobbies. Je n'ai pas honte de le dire, ils sont dans la salle. Mais bon, c'est la vérité. Cette conférence peut effrayer et parfois terroriser quand on la prend comme ça de plein fouet. Le but étant de savoir ce qui se passe réellement, de là où on en est dans ce qu'on peut dire aujourd'hui. Pas extrapoler, vraiment dire ce qu'il en est. Il y avait Claire Sévérac qui en parlait haut et fort. Il y a Monsieur Filterman qui en parle aussi haut et fort et qui était prêt à venir si je n'avais trouvé personne. Donc, l'association que Claire dirige, on peut dire, où tu es à la tête, je ne sais pas, on n'en a pas trop parlé de ça, elle va en parler, a besoin vraiment de prouver et de reprouver systématiquement ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui. Donc pour ça, il faut des moyens financiers. Si vous voulez payer vos impôts aujourd'hui, vous avez vu le gaspillage qu'il y a. Si vous voulez payer des impôts de façon honnête aujourd'hui, faites un chèque à cette association, vous ne le regretterez pas, parce que derrière, ils vont militer pour. Ce chèque, vous avez 66% de réduction de vos impôts, au moins vous savez où passent vos impôts. Moi, c'est des choses que je fais régulièrement parce que pour moi, c'est important. Il faut qu'on soit acteur dans cette vie. Il ne faut pas attendre que ça arrive des hommes politiques. Il faut qu'on soit acteur. Et nos hommes politiques changeront si nous changeons et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a des petits trucs pour des personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens ou autres. Vous avez des petits fascicules comme ça à coller pour interpeller d'autres personnes à 1 euro. Voilà. Ça peut aider aussi, mais c'est important. Après, on peut aider d'une autre manière. Il y a des pétitions. Bien sûr, on en a déjà vu passer, repasser des pétitions. Mais en période électorale, quand il y a un poids d'une certaine catégorie de personnes qui se prennent en main, ça fait réfléchir de l'autre côté. C'est la première année, on entend des inepties aussi, mais d'un autre côté, on entend aussi de certains hommes politiques qu'on commence à prendre en compte les COV ou certains polluants en phytothérapie. Voilà. On commence. C'est des mots. Moi, je veux des actions.
Mais ces actions, elles ne passeront que par nous, parce que nous, on se prend en main, parce que nous, on refuse tel produit, parce que nous, on veut faire autrement. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, elle va nous parler Planète Terre, la dernière arme de la guerre, pour le bien-être. Mais c'est important d'apprendre ça pour comprendre la suite, et vous aurez plein d'alternatives après tout le reste du week-end. Une guerre qui ne dit pas son nom est en cours sous nos yeux, dans le plus grand déni. Guerre chimique, bactériologique, électromagnétique, climatique, à l'échelle planétaire. Nous sommes tous les jours témoins d'une circulation aérienne très aléatoire, parfois incroyablement dense, et victime des rejets, des avions ou des épandages, de produits qui provoquent des traînées persistantes, appelées chantrail ou chemtrail, effrayants, à tel point que pour le commun, il y a non-lieu. Comment s'en sortir et assurer aux générations futures un environnement terrestre beau, heureux et sain? Et moi, la question que je vais lui poser directement, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Bonjour. Donc, Claire Henrion, je suis donc fondatrice avec Bruno qui m'accompagne ici, Bruno Kleb, de l'association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique, en résumé, Axipica, avec son petit logo en forme de papillon, de toutes les couleurs. Et donc, depuis l'association l'a fondée en 2008, moi, depuis 2002, je constate dans notre ciel ce que vous voyez sur cette image. Nombre d'entre nous les ont déjà remarqués. De plus en plus de personnes, d'ailleurs, les remarquent. Et dans notre association, on rassemble les gens qui, isolés au milieu de leurs proches qui ne voient pas ou ne veulent pas voir, se moquent d'eux. Conspiration. En conspiration, ça veut dire respirer avec. Je sortis le bouquin. C'est bien analysé dans ce livre, mais qui est malheureusement qu'en anglais, de Elana Freeland, qui fait vraiment partie aussi des militants. Voilà, bien analysé. Donc, son livre, il n'est pas traduit en français, celui-ci. Donc, Chemtrails, HAARP, la dominance totale de tout le spectre électromagnétique de la planète Terre. C'est ça que ça veut dire. Donc, le titre de la conférence, c'est donc Planète Terre, l'ultime arme de guerre. C'est la traduction d'un livre de Rosalie Bertel, donc qu'on vient de traduire en français. Donc ça, c'est le volume qu'on vient d'envoyer à des éditeurs de la traduction en français de ce livre de Rosalie Bertel, qui est décédée en 2012 et qui était conseillère pour l'ONU, qui a été spécialement sur la catastrophe de Bhopal. Et donc, il y avait une reconnaissance docteur en biométrie. Elle était religieuse des nonnes grises de Pennsylvanie, aux États-Unis. Donc, l'original du bouquin, le voilà. Donc, comme j'étais vraiment en plein là-dedans, j'ai trouvé que c'était opportun, justement, de donner que ça comme titre à la conférence. Déjà, donc elle l'a écrit en 2000, tout était déjà prêt. Hein. C'est-à-dire que on n'a fait que développer. Quand on voit l'arsenal dont on dispose, l'arsenal secret, évidemment, mais sauf que maintenant on peut se rendre compte avec ces traînées. Quand on voit cet arsenal qui est déployé depuis, en fait, si on retrace l'histoire depuis la fin du 19e siècle, comment tout ça s'est mis en place, quand les gens demandent pourquoi. Donc, déjà, on peut expliquer, comme l'explique Claire Sévrac, donc, qui était aussi mon amie, et nous sommes, je crois qu'elle est présente, parce que on est tellement ici qu'on la connaissait, puis que nous, on se connaissait depuis 1 an seulement. On avait fait connaissance à la conférence là, de Top Secret, qui est marquée à l'en-tête de ce diaporama que j'ai présenté, donc la fin novembre 2015 à Paris. Et c'est là qu'on avait fait connaissance. Elle venait de sortir son livre. On avait travaillé ensemble d'abord sur ce livre. En fait, quand elle a voulu l'écrire, elle m'a appelé. On a discuté longtemps et je lui ai donné quelques pistes qu'elle a approfondies de manière remarquable. Car son bouquin, alors nous on en a apporté 5 exemplaires à vendre. Donc je crains qu'il parte très vite. Mais donc si ça vous intéresse, c'est qu'il y en a plus. Il vaut 21 € et vous la commandez directement aux éditions Contre-Culture. Donc je vais l'écrire.
Et vous tapez ça sur Internet et vous tombez sur leur page et le bouquin, il est pratiquement... ils en éditent d'autres, bien sûr. Mais vous le trouvez facilement, puis vous pouvez taper le titre. Contre-culture avec 2 K. Et donc, elle a approfondi toutes ces pistes. Et tout le livre est parfaitement référencé, sourcé. Moi, je dis que c'est un excellent réquisitoire pour une présentation en justice. Effectivement, tous les 4 matins, on nous demande « Mais pourquoi vous ne faites pas un dépôt de plainte ?» Bon, il faut faire une action en justice. Ben, évidemment qu'on y travaille, mais on ne soulève pas un lièvre pareil en claquant des doigts. Hein. Au début de l'association, en fait, on a pas mal de personnes, on pensait faire ça, et on a dit « Bon, ben voilà, on fait un constat de ce qu'on voit comme épandage. On invite les gendarmes, on fait un constat avec eux, il y en a qui l'ont fait, et puis... à partir de là, on va pouvoir déposer plainte. On fait un dépôt de plainte. Alors, chaque fois que ça s'est fait, en fait, c'est monté au parquet, puis c'est redescendu. Nul et non avenu. Voilà, et c'est toujours la réponse de toute instance officielle à toute démarche. Je vais vous parler peut-être de la conférence au Parlement européen, dont je vous montrerai une partie du diaporama, parce qu'il est bref, où justement, comment on a exposé ce sujet, puisqu'on a eu l'opportunité, grâce à une députée de Lettonie, Tatiana Ždanoka, donc députée au Parlement européen, l'organisatrice de tout le mouvement de résistance à l'échelon international, qui s'appelle Josefina Fraile, qui sort ces petits badges là, et donc les autocollants de la même sorte, qui a fait ça l'année dernière pour la conférence à Paris, la COP21. Donc, en fait, le badge, il est dans 25 langues, parce que ça concerne le monde entier. Hein. Planète Terre, dernière arme de la guerre. Donc, je vais expliquer un petit peu, essentiellement, comment on en est arrivé là. Et comme le sujet est très, très vaste, peut-être qu'on se centrera peut-être sur quelques questions particulières. Donc, dans mon introduction, qu'ai-je donc oublié? Je vous ai présenté donc, le livre de Claire Séverac, qui retrace parfaitement l'histoire des 100 dernières années, à peu près, des consortiums chimiques, pétroliers, pharmaceutiques, qui ont concocté tout ça et qui dépouillent les pays de leur souveraineté, à commencer par les États-Unis il y a 100 ans. Dites-vous bien que ce qu'on appelle les États-Unis, quand on dit c'est les Américains, ce n'est plus le gouvernement souverain des États-Unis depuis 100 ans. C'est Big Brother qui a pris possession, qui a acheté les États-Unis. Donc c'est particulièrement bien détaillé. Enfin, c'est entre autres détaillé. Donc Claire Séverac le détaille très bien dans son livre. Elle est allée repomper justement des informations. Enfin, le livre est récent, il est sorti après, mais l'auteur c'est Dr Rath. Et c'est ce que je l'avais conseillé de voir comme vidéo. Moi, c'est celle qui m'avait le plus instruite. Et elle a continué à chercher des sources et tout. Donc, il y a un des auteurs de ce livre qui s'appelle « Les racines nazies de l'Union européenne de Bruxelles ». Donc, où on voit clairement que ceux qui ont construit, ceux qui ont fondé l'Europe actuelle, ont déjà été directement les nazis après la guerre. Hein. Il n'y a même pas eu beaucoup de... Enfin, ou du moins, ceux qui commandaient les sociétés qui faisaient travailler toute l'horreur nazie, en fait. Donc, toujours les sociétés chimiques. On reviendra un peu plus en arrière pour comprendre avant comment ils en sont arrivés là. Si vous voulez tomber sur la vidéo, qui est toujours en ligne, j'ai vérifié hier. Vous tapez conférence du docteur Rath sur YouTube et vous tombez dessus. Ça parle, je crois qu'il y a le mot climat dans le titre, en fait. Aussi, hein, parce que tout ça, voilà, parce que le climat est un des enjeux de cette armada, enfin de cet arsenal démentiel, qui fait que, une fois qu'on en a pris connaissance avec tout ce qu'a détaillé Rosalie Berthet, elle a fait l'inventaire de l'arsenal donc chimique, bactériologique, électromagnétique et climatique dans les années 2000, ce qui était déjà dans les cartons ou en train en fait plus que dans les cartons. Déjà à l'œuvre. Je vais commencer peut-être par présenter le diaporama. J'avais encore un truc à dire, mais c'est vrai que... Alors nous, depuis le début, on essaie d'apporter des preuves rigoureuses, scientifiques, mais essentiellement basiques. Parce que justement, faut se rendre compte que
La science est complètement, enfin ce qu'on appelle la science, ce qui fait référence scientifique aujourd'hui, n'a plus rien de scientifique. C'est vraiment la science nazie qui préside. C'est l'esprit qu'il faut comprendre. Et donc, nous, on essaie de ramener les choses à la base. La base de la science, c'est l'observation. Si on observe le ciel et qu'on compte les avions qui passent, on ne peut qu'établir une preuve formelle de ce qui se passe. Parce qu'il y a des jours, ça n'arrête pas, ils sont en ligne, ça croise, ils volent bas en plus. Parce que dites-vous bien que si vous voyez la carlingue de l'avion à l'œil nu, c'est que l'avion n'est pas dans les couloirs civils, mais bien en dessous. Car depuis l'an 2000, les avions de ligne autrefois devaient voler au-dessus de 4000 mètres. Et depuis l'an 2000, subrepticement, il leur a été imposé de voler au-dessus de 8000 mètres. Or, on voit évoluer un balai d'avions incroyable bien en dessous de 8000 mètres. Parfois, on entend. Parfois, quand c'est couvert, si on est dans un endroit peu bruyant, mais j'aime mieux vous dire que même au cœur de Paris, dans des rues piétonnes, la nuit, on les entend. Pas en plein brouhaha du jour, on entend partout si on tend l'oreille. À longueur de temps. Quand le ciel est couvert, il tartine encore plus, souvent. Quand c'est découvert, vous voyez ces traînées persistantes qu'on évitera, alors que nous, on fait vraiment une démarche. Pour se faire entendre, il ne faut pas employer le mot chemtrail. Chemtrail, ça veut dire traînée chimique. Le mot est apparu dans un manuel de cours de l'US Air Force de 1990, dont nous avons ici une copie, que vous pouvez tout regarder. Voilà, ça veut bien dire traînée chimique, chemtrail. Mais c'est devenu, voilà, ça a été lancé en même temps pour rentrer dans la confusion et pareil, la conspiration, c'est-à-dire que la guerre médiatique qui va avec emploie ces mots pour justement chemtrail, conspiration, pour discréditer tous ceux qui en parlent. Alors que officiellement, même maintenant dans les sphères civiles, parce que c'est vrai que c'est resté du secret militaire jusqu'à l'an 2000, mais depuis l'an 2000 se développent des conférences officielles dans le civil sur la géoingénierie, un nouveau terme qui est apparu dans le début des années 2000. D'abord en anglais, geoengineering. À la Royal Society à Londres, ils ont commencé à organiser des conférences publiques sur le sujet. Donc nous, on s'est rendu à une en 2010. Voilà, le but, c'est de promouvoir maintenant ce qui n'était que dans le secret militaire, c'est de le promouvoir dans le civil et que, voilà, ça devient de plus, c'est repris par les sociétés civiles. Voilà, des tas de sociétés d'empoisonnement, tout ce qui travaille peu ou prou avec les produits chimiques. Donc tout le monde contribue, c'est magnifique parce que l'œuvre nazie, maintenant tout le monde y participe pour gagner sa vie. On va gagner son sale air. Le thème du forum, c'est l'eau et l'air et l'eau. On est en plein dedans, puisque effectivement, là, on a de l'empoisonnement du ciel, enfin de l'empoisonnement par le ciel. Il balance donc des particules. Des particules de quoi? Des particules de tout, des métaux lourds, des virus, des bactéries, des déchets radioactifs, des cendres de charbon volantes, en fait, qui servent de support. Qui sont un support très efficace. On retrouve donc, grâce à un scientifique, un vrai, qui s'appelle Marvin Erdon, et pourtant diplômé, qui a publié maintenant plusieurs articles. Donc on en a traduit en français. Vous pouvez aller aussi les trouver alors sur notre site Axipica. Donc vous tapez Axipica, vous trouvez notre site web, et puis vous trouvez aussi, elle assure beaucoup plus vite que nous pour les traductions, sur le site de Ciel Voilé. Donc on travaille ensemble parce que Ciel Voilé, c'est une autre association fondée par une personne de l'Axipica et qui assure un bon site au niveau de l'information. Elle en fait plus que nous, on peut pas tout faire. Donc Marvin Erdon, scientifique américain, a fait plusieurs articles maintenant où il démontre clairement que le ratio entre barium-strontium, barium-aluminium et aluminium-strontium, enfin entre les trois ratios comparés 2 par 2 entre ces trois produits,
sont exactement les mêmes dans les cendres de charbon volantes, c'est-à-dire ce qu'on recueille dans les filtres des centrales à charbon, que dans les eaux de pluie recueillies après épandage. On trouve exactement le même ratio, ce qui prouve par A plus B qu'on se sert du substrat des cendres volantes de charbon pour épandre. C'est comme ça que se créent les noyaux de condensation. C'est-à-dire la moindre particule dans l'atmosphère va créer un noyau de condensation sur lequel la vapeur d'eau va s'agglomérer. C'est comme ça que se forment les nuages. Et c'est donc pour ça qu'il nous est apparu depuis l'an 2000 des tas de nuages qu'on ne voyait pas auparavant, avec des formes et des couleurs qui n'existaient pas auparavant. Nous avons tous, à un certain âge, on peut se souvenir de comment c'était le ciel avant l'an 2000. C'était pas comme aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des tas de nuages qui n'existaient pas. Parfois, on peut s'extasier devant un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais j'aime mieux vous dire que c'est des tableaux apocalyptiques. Parce que généralement, c'est barré de traînées, de stries, et avec des couleurs qui non plus n'existaient pas auparavant. On en voyait des fois sur les cartes postales. Ma mère appelait ça des cartes postales de mauvais goût. Mais on les voyait jamais dans la nature. Et bien sûr, dans la nature, c'est naturel que le soleil, que les astres qui se lèvent et qui se couchent, qui soient à l'horizon, rougeoient. C'est une propriété de l'atmosphère qui fait que comme elle absorbe le rayonnement infrarouge et qu'elle rejette le bleu, les ultraviolets, tout ça, donc un astre qui est à l'horizon va traverser toute l'atmosphère. Donc on va avoir que l'infrarouge. Et donc c'est pour ça que les astres sont rougeoyants. La Lune aussi, vous pouvez l'observer. Même si vous regardez Vénus, tout ça, vous pouvez voir que c'est plus rougeoyant. Mais ça n'a jamais eu les couleurs que ça a maintenant. Voilà, un peu d'observation attentive dément, évidemment, totalement l'affirmation. Mais ce ne sont... Alors, mais on entend toujours dire, mais ce ne sont que les traînées de condensation des avions de ligne. Mort de rire, hein. Surtout quand vous vous adressez à des gens du CNRS et qui vous répondent, voilà, sur vous interpeller sur cette question, qui est une question d'observation. Le b.a.-ba de la science, c'est observer rigoureusement. Donc on a des personnes, heureusement, dans l'association qui s'y sont consacrées. J'ai peut-être pas le truc ici, mais qu'on fait vraiment un travail très très précis sur des tranches horaires d'observation de la circulation aérienne, pas très loin de Roissy, et en comparant ça avec Flight Radar. Alors, parce qu'on peut suivre la circulation aérienne avec des applications de suivi en direct, hein, qui relèvent donc tous les avions équipés de transpondeurs, c'est-à-dire théoriquement les avions civils. Donc on voit déjà tous les avions qui circulent de manière reconnue, officielle ou pas, enfin de manière reconnue, qui peuvent être détectés par les tours de contrôle civils. Seulement si vous comparez les avions qui sont censés passer, hein, les avions donc, que vous voyez répertoriés sur Flight Radar, mais je vais vous présenter celui de Bruxelles parce qu'il est assez court et on en parle de Flight Radar, donc je vais commencer par là. On a organisé, grâce à cette députée de Lettonie dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec Josefina Fraile qui a fondé les Skyguards, qui est donc la fédération, hein, il n'y a pas que nous en France, il y a des militants quoi, ou des associations dans tous les pays en fait, et on essaie de se fédérer parce que c'est une affaire mondiale. Donc on a donc organisé cette conférence et en 2013 au Parlement européen. Autant vous dire qu'il n'y avait aucun représentant de la presse, hein, une conférence de presse officielle, il n'y avait pas un, et il s'est présenté 3 députés. Donc effectivement, ça n'a pas été très relayé officiellement. Nous, on en a fait bien sûr un compte-rendu, et puis vous pouvez trouver toutes les vidéos de la conférence, sous-titrées en français ou pas, sur le site de notre ami allemand, Werner. Bon, ça va nous revenir, on va le voir. Il y a un lien sur notre site, donc je passe en mode diaporama. Donc ça s'intitulait « La société civile contre la géo-ingénierie ». Donc comme je vous l'ai dit, on évite soigneusement justement d'employer le mot chemtrail. Alors on va chercher d'autres mots qui collent avec ce qui se fait officiellement, c'est-à-dire épandage aérien, aérosol ou épandage d'aérosol, modification du climat. On s'aperçoit que nos scientifiques français sont impliqués depuis les années 60 dans des conférences semi-privées, enfin semi-secrètes sur la modification du climat.
Donc voilà, j'avais préparé ce diaporama avec 2 personnes de l'Axipica, enfin avec Rosifina Fraile et Saskia Messager, une autre personne de l'Axipica. Donc premier constat, des avions qui échappent au contrôle radar épandent des tonnes d'aérosols dans les cieux européens, hors de tout cadre légal et en l'absence de toute information des citoyens et de leur consentement. Donc en fait, il devient rapidement évident et sans aucun doute il y a des avions militaires. Enfin moi je m'amuse entre guillemets quelquefois à en regarder au télescope et à les suivre. Bon, il y en a, c'est typiquement des avions militaires, mais vous allez voir, il y en a de toutes les couleurs, parce qu'il faut bien se rendre compte que tout objet volant est réquisitionné. Si vous savez un peu repérer les avions aussi, vous vous rendrez compte qu'il y a des avions à hélice qui font des traînées persistantes à basse altitude. Or, un avion à hélice, c'est que les avions à réaction, normalement, qui font des traînées de condensation au-dessus de 8000 mètres. Moi, comme je m'intéressais déjà à tout ça avant de constater ce phénomène, donc dans les années 70-80, je m'intéressais beaucoup à suivre les nuages parce que je faisais de la montagne. Donc j'avais aussi appris pour les avions. Les avions, on voyait leur traînée s'ils étaient au moins 8000 mètres. Et ça avait toujours été traînées courtes, fines et brèves. Donc voilà, du jour au lendemain, on voit des avions qui passent à peine à 1000 mètres au-dessus de notre tête et qui font des traînées d'un bout à l'autre du ciel. La première fois que j'en ai vu, en fait, c'était au Québec, en 99, le 26 décembre, pendant qu'ici, il y avait la grosse tempête. C'était en plus dans un village qui s'appelait Saint-Adolphe. C'est trop marrant. Ou pas. Bon. Et après, j'ai causé l'après-midi du même jour avec une jeune femme française d'ailleurs qui vivait là, et elle m'a dit qu'ils avaient ça depuis 95, donc déjà depuis 4 ans en 99. Et donc plusieurs témoignages effectivement recoupent que les pays d'Amérique du Nord ont commencé à subir ces épandages systématiques à partir de 1995. Rappelez-vous le livre de l'US Air Force que je vous ai montré tout à l'heure, et donc qui est un manuel de cours à la destination des pilotes, pour la formation des pilotes. Donc c'est un manuel de cours de chimie. Donc c'est le petit manuel du chimiste pour fabriquer des chemtrails. Le mot, c'est la première fois qu'on le voit apparaître écrit, 1990. Forcément. Mais il faut savoir alors que des épandages aériens de produits de toutes sortes sont pratiqués expérimentalement depuis les années 30-40. Enfin, déjà, il y a des images des années 40 où on voit bien qu'il y a eu des épandages. Aussi, quand vous voyez la patrouille de France faire ces démonstrations, aussi, ils épandent des produits. Mais ils sont pas là pour être toxiques, ils sont là pour faire des effets. Voilà, donc parce qu'effectivement, on nous oppose parfois ce genre d'argumentation. Nous disons, mais oui, mais voyez, les avions, ils font des traînées comme ça depuis 1940. Ça s'est produit ponctuellement. Il y a eu des photos, et donc il y a eu aussi une période en France, dans les années 70, dans le Massif central, c'est sûr, il y a eu des épandages expérimentaux, parce qu'il y a pas mal de témoignages. En Allemagne du Nord, dans les années 95, il y a eu des épandages, déjà comme en Amérique du Nord. Et l'ennui, c'est que j'ai vu une émission d'Arte qui parlait du sujet il y a 3 ou 4 ans, et ils se servaient des images satellites de 1995 au-dessus de l'Allemagne du Nord pour nous dire, voyez, les avions font des traînées, c'est voilà le ciel normal, c'est ça, une sacrée entourloupe. On nous montre des images du ciel de 1995 au-dessus de l'Allemagne du Nord où il y avait des épandages, comme on en voit aujourd'hui, en nous disant que c'était d'une circulation aérienne normale, puisque c'est censé, pour nous, commencer que début des années 2000. Donc, merci Arte. La désinformation se glisse partout, c'est ça qu'on se rend compte. Et la prise de conscience apparaît partout aussi. Ça transcende complètement les couches sociales, culturelles, les âges. Des gens apparaissent, les choix politiques. Ceux qui sont vraiment barrés dans une religion, ils voient rien. Mais tous ceux qui ne sont pas d'a priori ou d'esprit particulièrement fermé, on recrute des adhérents, mais vraiment de toutes sortes. C'est marrant. On a un joli panel de population en fait dans notre association, et le but c'est de faire converger nos compétences, nos connaissances pour se baser sur de la science simple mais vraie, qui commence par des rapports d'observation. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de cette personne, Christine Stromboni, qui a fait une vidéo ensuite, qui a compilé tous
toutes les données. Elle a observé avec son mari pendant des tranches horaires données, en notant spécifiquement 9h21, un avion est-ouest, telle altitude. Ensuite, on compare il est identifié sur Flight Radar ou pas. Enfin, du moins, on le trouve ou pas. Donc, on va y venir à Flight Radar. Donc, un petit exemple de l'évolution du ciel dans la région de Paris en 2012. Voilà, 8h48, les traînées. À 9h23, les traînées s'étalent. Et à 12h14, on a à peu près un voile quasiment uniforme dans lequel on distingue encore quelques traînées. Vous voyez, voilà. Donc, en 2013, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et les nuages, j'en ai parlé. Alors, quelques images dans différents cieux d'Europe, en Italie. Alors, on a un député italien, qui était un des organisateurs de la conférence, ex-député, qui nous a fait une conférence sur Muos. C'est un site, donc c'est en Sicile, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. C'est un site, vous voyez, des antennes. C'est un site d'antenne radar américain qui crée d'énormes perturbations écologiques dans l'environnement autour. Voilà. Et c'est lui qui en a témoigné. Donc ici en Suède, en Belgique, à Bruxelles même, à Belgrade, en Serbie, aucun pays n'est épargné. D'abord les pays de l'OTAN, voilà, à Chypre. Vous voyez, c'est traîné. Alors là, vous dites, ouais, vous pouvez confondre. Là, vous pensez que c'est peut-être du ciel normal, mais en fait, c'est des résidus traînés. Et ces couleurs-là, ça n'existait pas. Des nuages légers, violacés, ça n'existait pas. Les seuls nuages qui avaient du violet, c'était les cumulonimbus, les gros nuages d'orage qui font 10 km de haut. À la base, ils avaient du violet. Il n'y avait pas de violet dans les nuages, sinon. Ça, c'est gris-violet, c'est de l'aluminium, c'est à vomir, c'est du vomi. Voilà. Ouh, c'est beau la Grèce. Bon, les photos, elles sont un peu forcées là. Barcelone, Zamora, c'est le pays de Joséphine. Ici encore plus particulièrement. Valence. Au Royaume-Uni, magnifique. En Estonie, pareil. Donc, les questions qu'on pose à tout le monde. Qui fait ces épandages? Des avions militaires ou des avions civils? Des militaires et des civils. Donc, j'ai déjà donné la réponse. Voilà quelques images des avions qu'on peut voir si on les regarde attentivement. Donc des avions qui sont directement marqués OTAN. C'est quand même une prouesse de choper ça. Faut être fort. Bon, c'est un mec qui fait de la photo astronomique, mais faut vraiment être précis, quoi, pour choper l'avion avec ça, parce qu'il faut bien grossir quand même du sol, avec l'enseigne NATO, donc qui veut dire OTAN dans toutes les langues, sauf en français où on dit OTAN. Les Émirats arabes, Emirates Airlines, nous dans la région de Toulouse. Super, on produit de l'avion à fond, on chie de l'avion au kilomètre à Toulouse. Il n'y a plus aucun poste. J'ai un fils qui cherchait de l'emploi en électronique. Il a d'abord travaillé dans l'aéronautique pour des avions pour les Émirats arabes. Mais il n'y a plus de travail dans cette branche. Il n'y a plus de recherche et développement. Par contre, les chaînes, elles produisent. Je ne sais pas combien on vend d'avions par jour. On fabrique de l'avion. Donc, un des principaux clients, c'est les Émirats arabes, qui servent de tampon, parce qu'il y a plus d'un avion par habitant dans ces pays, largement. Bon, l'US Air Force, bien sûr. Les premiers, c'est eux qui ont commencé. Et des compagnies low cost, comme EasyJet, dont on va avoir parfois des parcours. Mais bracadabrant, là, c'est pas, ils transportent pas tout le temps des passagers. Donc voilà, Flight Radar. Donc, effectivement, alors, des gens qui sont très pointu dans la question. Donc vous tapez Flight Radar 24 sur Internet et vous allez y avoir accès. Et donc vous allez pouvoir suivre les avions en direct qui passent au-dessus de chez vous ou au-dessus de ce que vous voulez. Quand vous cliquez sur l'un, vous avez toute sa petite fiche descriptive. Vous pouvez savoir d'où il est parti, où il va, à quelle altitude il est actuellement, son nom précis, la compagnie qui l'affrète, etc. Et donc, c'est un truc géré par un réseau de contributeurs. Alors, un pilote de ligne m'a dit, moi, je conduisais d'avions de ligne, mais ça m'est arrivé de débrancher le transpondeur. Donc, même des avions de ligne, il me dit, ouais, mais c'est pas une référence fiable. C'est pas fiable à 100%. Ça nous donne, ce qu'ils nous donnent, ils y sont, ça c'est sûr. On peut les comparer. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y en a plein qui n'y sont pas. C'est ça l'ennui. Donc, ouais, les couleurs tracent l'altitude. Donc, jaune, vert, c'est bas, et le rouge, c'est les plus hauts, 13 000 mètres. Donc, les avions de ligne de nos jours
volent largement au-dessus de 8 000 mètres, en moyenne 10 500, parfois jusqu'à 13 000 pour les avions de ligne. D'autre part, vous voyez ce dessin, vous les petits avions représentés sur la carte, dites-vous bien qu'ils ne sont pas à l'échelle. Ils sont 1 million de fois plus petits que sur l'image. Parce que parmi les trucs médiatiques qui trompent énormément, on vous affole en vous disant tous ces avions de ligne, et on vous montre une carte du monde où vous avez des petits avions comme ça, que les avions de ligne. Et comme évidemment ils sont 1 million de fois plus grands à l'échelle que la carte, ça vous recouvre la planète. Et ça ne compte pas les avions de clandestins qui représentent au moins les 4/5 de la circulation aérienne totale. Donc ça fait partie des trucs qui trompent médiatiquement. Il faut se méfier de l'échelle. Donc voici d'autres. Ce que j'avais écrit là. Première constatation, il passe beaucoup plus d'avions que Flight Radar n'en répertorie. Et donc quand le ciel est couvert, j'en ai parlé, on les entend. Alors un avion d'EasyJet en haut à gauche, là, entouré. La fiche technique ne nous donne ni son point de départ, ni son point d'arrivée. Puis en plus, il va disparaître. Ensuite, voilà un drôle de manège, mais on en observe plein. J'en ai plein dans le dossier. Donc voici un avion qui a décollé du côté de Rome. Il a traversé la Méditerranée, il vient au-dessus des Pyrénées-Orientales. Voilà ce qu'il fait. Une altitude de 7000 mètres. Il est en dessous de l'altitude des 7100 mètres. Il est en dessous de l'altitude des avions de ligne. Voilà un peu son parcours. Allez chercher pourquoi. Et il revient à Rome. Donc on peut les tracer comme ça. C'est l'armée de l'air italienne. Alors il faut savoir que on fait tous partie de l'OTAN. On a tous été obligés d'adhérer à l'OTAN après la guerre. Bon, nous avec De Gaulle, on était un peu un os. De Gaulle a résisté à ça comme il a pu. Bon, quand on nous dit, c'est pas Sarkozy qui nous a réintégrés dans l'OTAN, on n'a jamais quitté l'OTAN, on n'a jamais pu quitter l'OTAN. De Gaulle avait quitté le commandement de l'OTAN. Il avait dit qu'il voulait plus que la France s'implique dans le commandement de l'OTAN. Et en 2005, Sarkozy a acté qu'on rentrait dans le commandement. À la limite, si on a quelque chose de bien à dire, c'est peut-être pas plus mal dans le commandement. Mais bon, voilà. Donc, on n'a pas le choix. Et tous les pays, la Croatie qui a rallié l'OTAN récemment, du jour où ils sont rentrés dans l'OTAN, le quadrillage dans le ciel. Alors, y a-t-il un rapport avec la déréglementation du trafic aérien en Europe ? Eh bien oui, puisqu'il y a eu avant il y avait des compagnies aériennes, par exemple on avait Air France qui gérait toute la circulation aérienne en France. Il y avait moins d'avions. Mais à partir des années 80, il s'est créé des sociétés low cost, les compagnies low cost, et ça a été accompagné d'une déréglementation du trafic aérien en Europe. Voilà, c'est une préparation du terrain pour que ça puisse avoir lieu, parce que dans la législation d'avant, ça pouvait pas avoir lieu. Or, un qui nous détaille très très bien le travail des législateurs nazis, c'est dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. En fait, un gros travail depuis le début du XXe siècle des nazis, c'est sur la législation, pour faire tomber toutes les instances démocratiques sans qu'on s'en rende compte. Et il retrace ça depuis, évidemment, la montée du nazisme. Enfin, voilà, comment la montée du nazisme dans les années 30 a été accompagnée de tout un tas de travail législatif qui a été repris après-guerre et pour le cadre juridique de l'Union européenne, dont il est clairement expliqué que ça n'est absolument pas un fonctionnement démocratique. D'ailleurs, nous, alors, c'est ambivalent. Vous voyez, on a pu aller faire une conférence au Parlement européen. Super. Bon, je vous dis, on a eu 3 députés. Bon, il y a un Français qui est venu, c'est un Corse, c'est Alonso, il s'appelle. Il est venu, il a fait son speech, il est reparti, il était un peu à côté du sujet. Bon, après, il y avait un Allemand. Voilà, mais 0 journaliste. Hors nous, enfin des différents pays où on était quand même nombreux. Alors donc on a pu faire cette conférence, on a envoyé une pétition, sur la base, on a fait une pétition au Parlement européen qui dénonce justement, basée sur les fondements de fait, l'observation, et les fondements juridiques. On n'a pas le droit, c'est dans aucun des textes légaux, donc ça dénonce bien tout ça. Je dois en avoir un exemplaire quelque part. La conférence au Parlement européen, voilà. Donc ça c'est la pétition qui a été remise à cette occasion au Parlement européen et soumise à la commission des pétitions, qui, au bout de
une bonne année, en 2014, nous a répondu qu'elle recevait la pétition. Et on a attendu jusqu'au mois de juin de l'année dernière pour apprendre que la Commission européenne que sur avis de la Commission européenne, il rejetait la pétition. Et ça fonctionne toujours comme ça. C'est la Commission européenne qui tient tout. La Commission européenne n'est composée que de gens nommés par les élites, mises en place par les élites cartels financiers, pétroliers, chimiques. Il y a un organigramme dans ce livre qui montre bien à quel point c'est absolument pas démocratique. Et que le but, c'est de faire tomber toutes les structures démocratiques dans tous les pays, sans qu'on s'en rende compte. Donc on a tous bien fait quand on a voté non. C'était instinctif, les peuples européens, tous ceux qui auraient... Si on avait... on veut tous une Europe. La preuve, on est trop content de se réunir entre gens concernés de tous les pays européens, mais on ne veut surtout pas de leur Europe, qui est en fait l'instauration du régime nazi à l'échelle planétaire, qui passe par toute l'armada d'armes et chimiques, électromagnétiques, les épandages. Mais c'est tout ce qu'on dénonce, non ? Tout. C'est-à-dire la tromperie sur la médecine, les médicaments, les vaccins, les pesticides en agriculture, donc qu'on retrouve dans la nourriture, qu'on retrouve ensuite dans le traitement des aliments, tout. Le Linky, les vaccins, si j'en ai pas encore parlé, etc. Tout ça, c'est basé. On en est arrivé là parce qu'on croit on a pas remis en question les fondements même de notre civilisation et on arrive au point d'orgue de l'absurdité. C'est-à-dire que notre civilisation, qu'on a héritée des Grecs, on la tient depuis... et puis qui est dans nos religions monothéistes aussi. D'abord, c'est domination du masculin. Le masculin est noble, le féminin est ignoble. C'est la structure même de la pensée grecque. Les idées de Platon et puis la matière. Donc la matière, effectivement, n'est que le reflet, n'est que l'ombre de l'énergie, parce que c'est vrai. Toute la matière, c'est bien le reflet de l'énergie. Et la source de l'énergie, elle est en nous. C'est pas la matière qui crée l'énergie, comme la science le poursuit. C'est pas vrai. L'énergie, elle jaillit, elle se manifeste dans la matière. Mais on a retenu, donc, que le masculin est noble, le féminin est ignoble, la terre est ingrate, la nature est mauvaise. Il faut détruire ce qui est pour faire un monde meilleur, instaurer un idéal, construire un idéal. Et à partir de là, on passe le temps à se couper la branche sur laquelle on est assis. Et on en arrive au paroxysme aujourd'hui, qui est peut-être enfin la chance d'en sortir. Ça fait 5000 ans que ça dure. Guerre, famine, destruction, torture, ça a été que ça, les 5000 ans d'histoire. On est bien, nous en France, à notre époque, on est encore vivant, on peut dénoncer ce qui se passe. On n'est pas tout de suite pendu. Bon, il y en a qui sont peut-être empoisonnés, comme Claire Sévrac, elle a trop supposé qu'elle n'est pas morte si vite. Bon, après, moi je dis aussi, elle a tellement brassé, ce qu'elle a brassé comme information, ça a de quoi vous empoisonner et de vous rendre malade. C'est pour ça qu'il faut voir vraiment à grande échelle et comprendre où c'est qu'on en est dans l'histoire et qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc, ces traînées d'épandage, ces belles traînées d'épandage qu'on peut constater, quelque part, c'est le fil de ce qu'il faut, le fil à tirer. Voilà, vous voulez défaire un sac de nœuds, le sac de nœuds créé par toutes ces croyances et ces produits chimiques maintenant de synthèse, parce que la chimie, c'est la nature et chimie, Donc on parle bien de chimie de synthèse, de modification du vivant, de vouloir devenir maître de la nature. Voilà le principe. Alors que la nature nous enseigne tous les jours et il suffit de bien l'observer, de bien la comprendre et de l'aimer. Elle nous emmène. La Terre, elle nous emmène toute seule autour du Soleil et le Soleil lui-même nous mène faire un grand tour dans la galaxie. Donc on voyage tout le temps. Ça, c'est la vraie révolution naturelle. Donc, on suit la nature et ça va. Mais ça, c'est le principe féminin. Et le principe féminin, il est écrabouillé depuis des millénaires. Il a été particulièrement... on peut suivre la désescalade de la condition féminine aussi. Parce qu'en fait, dans l'Antiquité, vous prenez les tablettes sumériennes, vous voyez que les femmes avaient le même statut que les hommes, au niveau juridique, etc. Et puis après, vous étudiez l'histoire et vous voyez qu'il y a des paliers de désescalade.
Ça a été dramatique, particulièrement au Moyen-Âge, 13e, 14e siècle. Toutes les sages-femmes, sorciers, sorcières, c'est-à-dire ceux qui connaissaient les plantes, qui savaient soigner, et on connaissait les plantes contraceptives. On a commencé, tout ça, c'est parti sur les bûchers. Les gens et leurs livres, tout est parti sur les bûchers. On a perdu une connaissance fondamentale, en particulier la maîtrise de sa reproduction. Parce qu'on connaissait les plantes contraceptives. Parce que je m'écarte tout petit peu du sujet, parce que c'est un peu aussi en rapport avec l'article que j'écris. Et j'y reviens, c'est quand même une info que pas beaucoup de gens sachent. Comme je suis chercheur indépendant et très concerné par cette question, j'ai cherché. Et donc, les aborigènes d'Australie, les Tibétains, les Indiens d'Amérique du Sud, ceux qu'on a contaminés il y a vraiment très peu de temps, avaient tous des plantes contraceptives. Ils géraient leur reproduction sous leurs pieds. Et puis nous, ça a disparu 13e, 14e siècle sur les bûchers. À partir de là, la famine, surpopulation, abandon d'enfants devant les hospices, famine, épidémie, ça a été un grand pas dans la désescalade du féminin. Après, au 18e, on a eu Louis XIV qui nous a... Pour satisfaire son voyeurisme, enfin sa curiosité, il a fallu, c'est Madame de Montespan qui, la première à accoucher en public, coucher, et ça s'est répandu sur la planète. Hein. Et maintenant, pour aider des pays du tiers-monde, on leur offre des tables d'accouchement. Hein, moi, ça me fait grincer des dents, des choses comme ça, mais grave. Bon, alors, faut penser à tout ça, mais je reviens sur d'autres sujets. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils dépendent ? Voilà, une petite liste des produits qu'on trouve dans les analyses. Un des premiers à avoir fait des analyses très sérieuses, c'est Carnicom aux USA. Hein. Vous tapez Institut Carnicom, là, depuis le début. C'est un institut indépendant qui s'est créé, donc un chimiste qui a créé son institut pour analyser lui-même tout ça. C'est une des principales références. Nous, en France, on a beaucoup travaillé avec le laboratoire Analytica, qui nous a produit plusieurs rapports d'analyse, qui est aussi un laboratoire indépendant dans le Var. Donc, on a fait analyser à plusieurs reprises des filaments aéroportés. Alors, il y en a en image, tiens. Voilà, alors on a fait aussi quelques prélèvements en vol, on trouve de ces produits. Voilà ces filaments, justement, qu'on a fait analyser nous-mêmes, des choses comme ça, qui tombent du ciel, que vous trouvez donc sur les champs, hein, dans le Gers, on en voit vachement souvent. Il y a des régions où on en voit plus souvent que d'autres. On vous dit, c'est des fils de la Vierge, c'est des toiles d'araignées, c'est des araignées qui se reproduisent. Il y a aussi ce phénomène. C'est vrai, en plus, que la fréquence, c'est le plus souvent à l'automne. C'est vrai, mais vous voulez savoir si c'est naturel ou artificiel, faites de la science simple. Vous prenez une petite boulette, vous touchez pas avec les doigts, hein, vous l'enroulez comme de la barbe à papa, avec autour d'un bâton, et vous mettez une flamme. Vous allez voir, si ça crépite, c'est bien de la toile d'araignée. Si ça se fond en un plastique, c'est pas de la toile d'araignée. Hein, c'est un produit de synthèse qui a été balancé et qui est redescendu au sol. Donc quand on voit là au microscope, c'est gerbatif. Il y en a en plus qui ont l'horrible maladie d'avoir de ces sortes de fibres qui ressortent de la peau. Donc, pour résumer, qu'est-ce que ça nous fait ? Donc une couverture d'aérosol dans la troposphère et la stratosphère se traduit par moins de rayonnement solaire. Hein. Parce qu'il faut expliquer, parce que le gros principe, on va parler du climat. Donc, mais concrètement, ça se traduit par moins de photosynthèse, donc moins de récolte, moins de transformation du CO2 en oxygène, moins de production d'énergie solaire. C'est vrai, c'est triste parce que beaucoup se sont équipés de panneaux solaires et l'ensoleillement a globalement réduit de 30%. Vous soyez dans une région très ensoleillée ou peu ensoleillée naturellement, tout le monde en a moins. Alors, voilà, soulignons l'énorme paradoxe qui consiste à prétendre lutter contre le réchauffement climatique dû au CO2 émis par les activités civiles exclusivement, parce que c'est le postulat de base, c'est ce qu'on vous apprend, c'est ce qu'on nous rabâche, tout le monde parle du réchauffement climatique, sans même maintenant, le CO2, c'est la cause du réchauffement climatique. C'est exactement la même. On a transféré l'ignominie de la femme sur l'ignominie du CO2, qui est fait avec l'oxygène, le même rapport masculin-féminin. Donc maintenant, nous, les femmes, la plupart d'entre nous, on peut même aller mettre notre enfant au monde sans s'en rendre compte. Hein. Anesthésie, on vous ouvre le ventre, on vous le met en couveuse, et après, on vous sert votre poupon. Voilà, ce qui faisait le prof de la femme, c'est justement ce qui fait les sages-femmes, c'est cette merveille qu'on a d'éprouver le passage naissance-mort. Justement, nous, en vivant, on peut l'expérimenter en mettant notre enfant au monde. Et ça, c'est vrai que ça nous ouvre
la porte des passages, en fait. Et voilà, ça, si on s'en rend pas compte, voilà, on devient... Voilà, on gagne un statut équivalent, un statut social équivalent dans la société, mais en fait, on refoule complètement notre féminité. Et donc, en fait, voilà. Maintenant, on a trouvé un nouveau bouc émissaire au mal, c'est le CO2. Or, du CO2, d'abord, il y en a moins de 0,05% sur la planète Terre dans les gaz de l'atmosphère. Effectivement, sa concentration a augmenté depuis le début de l'ère industrielle. C'est un fait. Effectivement, mais il n'est pas nocif. Il faut juste du soleil et des végétaux. Et ça fait de l'oxygène. Les végétaux, ils ont besoin du CO2. Le tout, c'est de ne pas leur empêcher de voir le soleil. Et que propose la géo-ingénierie de faire aujourd'hui? Très sérieusement, ce qui nous a le plus choqué quand on est allé à la Royal Society à Londres, c'est il faut se baser sur cette nouvelle croyance, le CO2 est la cause du réchauffement climatique. À partir de là, déjà, on constate un réchauffement climatique. Je vais avoir le temps de parler de HARP, je vais me dépêcher. Parce que ce qui fait vraiment le réchauffement climatique, c'est pas nos voitures, c'est pas les vaches qui pètent, c'est pas nos industries, c'est bien plus grave que ça. Bon, c'est très bien décrit par Rosalie Bertell dans le livre. Hein. Tout ce que ça abaisse l'immunité, ça crée des difficultés respiratoires, on prend moins de vitamine D puisqu'il y a moins de soleil. Bon, tout le cycle de la vie est affecté, c'est le but. Donc pourquoi ces épandages? Eh ben, la réponse, alors c'était le moment où venait de sortir le film de Michael Murphy, que l'on a retranscrit en français dans un livret, mais que vous pouvez voir aussi sur Internet, le film, qui s'appelle Why in the World Are We Spraying? Mais pourquoi donc épandent-ils? Donc il fait bien le tour de la question, et finalement la réponse, c'est parce qu'on les laisse faire. Tout le monde pense que, d'abord, soit on ne le voit pas, soit ça nous échappe. Voilà, il faut vraiment qu'on mette notre nez dedans et qu'on arrête de laisser faire cette bande d'apprentis sorciers qui tiennent la planète depuis plus d'un siècle, qui ont pris la place des puissants d'avant et qui sont les rois du monde aujourd'hui. Donc les effets vitaux sur l'air, l'eau, le sol, la nourriture. Donc voilà, on dénonce donc que ce sont des actes criminels. Bah oui, c'est des actes nazis, c'est une autre façon de le penser. Oui, pardon. Oui, je voulais savoir, du coup, ils font ça parce qu'il y a un intérêt encore financier, le fait de l'épandre dans le ciel, ça leur évite de le retraiter? C'est que c'est directement intéressant pour faire œuvre de guerre. C'est la logique de la guerre. Hein. Il y a du profit financier pour celui qui le fait, ça coûte pas cher. Les cendres volantes, à partir du moment, vous savez, dans les années 80, on a dit les centrales à charbon, ça pue, ça fume. On va mettre des filtres. On a imposé des filtres nouveaux sur les centrales à charbon. Et dans ces filtres, on recueille ce qu'on appelle les cendres volantes. Donc ces cendres volantes, c'est effectivement un substrat pas cher pour épandre, parce qu'il faut en produire du produit chimique. Hein. Donc c'est quand même intéressant. C'est aussi réutilisé dans les ciments. Mais apparemment, c'est de plus en plus utilisé aussi pour les épandages. Donc le fait qu'ils épandent, ça aussi, forcément, ça fait développer d'autres maladies. Qui dit d'autres maladies, fait travailler des sociétés, etc. Etc. Des sociétés de médicaments, des cochonneries. Enfin, les médecins aujourd'hui, pour beaucoup, c'est la grosse déprime. Quoi. Ils sont confrontés à des situations incompréhensibles s'ils ne prennent pas cette dimension du problème, quoi. Donc je vais vite aller sur HARP quand même. Ça et juste pour dire, en tant que thérapeute, et on se concerte en ce moment avec plusieurs, on voit bien qu'il y a certaines pathologies qui arrivent, qui sont de façon un petit peu épidémiologique tout d'un coup, sur un secteur, et on vient d'avoir, comme par hasard, 2-3 jours d'épandage. Voilà, et ça arrive dans les 2-3 jours qui suivent. Oui, Claire, est-ce que tu penses, comme Claire Sévrac, que l'objectif, c'est de réduire la population à 500 millions d'individus? Ça fait partie des objectifs nazis, ouais. C'est évident qu'il y a une volonté de dépopulation. Hein. C'est l'extermination, la logique de l'extermination. Maintenant, c'est à petit feu et planétaire. Max Frisch, un écrivain allemand, en fait, la citation a été reprise par Einstein disait, il y a pire que le bruit des bottes, il y a le silence feutré des pantoufles. On meurt. Depuis 2002, les hôpitaux n'ont plus le droit de communiquer les raisons de mortalité. Depuis 2002, année où ont commencé les épandages systématiques. On ne peut plus aller demander aux hôpitaux, les gens, combien il y a eu de morts cette année, combien de décès et de quoi. On ne peut plus le savoir.
C'est curieux quand même. Hein. Pourtant, il y a un service, notamment à Purpan, pour nous ici à Toulouse, où il y a eu donc un cas qui a été proche de moi. C'est comme ça que je l'ai connu, sinon j'aurais pu ne pas le connaître non plus. C'est un monsieur qui a eu ses poumons qui ont implosé. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et quand il est arrivé, puisqu'il était sur la côte au bord de la mer, je ne sais plus, Narbonne ou je ne sais plus où, on l'a envoyé sur Béziers. Et sur Béziers, on dit, mais non, de toute façon, il va mourir, on ne peut rien faire pour lui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on a demandé à la famille, c'est comme ça que j'ai appris comment ça s'était passé, de venir débrancher pour abréger ses propres souffrances. C'est là où on a appris derrière, puisque dans sa famille, son frère est croque-mort, voilà, et fait partie des pompes funèbres. Et on l'a fait mettre son frère dans une poche spéciale, et on l'a trimballé à Purpan, le temps qu'on le rende à la famille, je ne sais pas combien d'heures après. Il y avait eu d'autres cas. D'accord, voilà. Donc ça, c'est des cas extrêmement graves, mais rares peut-être. Mais ceci dit, fréquent. J'en ai entendu aussi parler d'un cas comme ça. Et bon, on peut avoir des infos par ceux qui travaillent dans les pompes funèbres. Des fois, ils en savent un peu plus. Ceux qui vont, c'est tout. Oui, bonjour. Voilà, je viens du sud du Lot, la limite du Tarn-et-Garonne. Et je connais le livre de Claire Séverac, donc je suis sensibilisée aux chemtrails. Et je voulais témoigner, il y a quelques semaines de cela, le matin, j'ai ouvert mes volets. Et j'aime beaucoup regarder le ciel, bien sûr. Et j'ai vu une traînée qui venait vers nous, enfin très lentement, je veux dire, mais d'une couleur qui n'était pas du tout normale. Du tout. Donc là, j'ai dit, effectivement, là, j'en vois un. Là, pour moi, c'était le premier que je voyais. Donc, j'ai vu mon premier chemtrail. Et puis, 2 jours après, je dirais 1 jour ou 2 après, parce que j'ai fait la relation que plus tard, j'ai appris que dans le Tarn, il fallait tuer les canards, parce qu'il y avait une épidémie. Et à partir de là, on a tué tous les canards. Donc, il y avait le Tarn, peut-être le Tarn-et-Garonne à ce moment-là. C'était la dernière fois où c'est le Gers. Voilà, je suis au courant. Voilà. Donc, moi, je pense aussi que cette politique, elle est faite effectivement pour rendre les gens malades, diminuer les populations. Mais je pense que aussi c'est pour ruiner les gens. Ah oui, mais tout, à tout point de vue. Point de vue santé, au point de vue. On nous déposséder les gens qui ont encore de la terre. Il faut vite les déposséder parce qu'ils peuvent. Voilà, il y a cette logique. Donc résistons. Justement, cultivons, valorisons nos terres si on en a de manière intelligente. Tout ça, c'est la manière de résister. Créons des réseaux d'échanges locaux. Coupons-nous le. Si on regarde l'actualité tarnaise, quand il y a beaucoup de chemtrails ici, soit on se prend tout sur la figure parce que ça nous tombe dessus, soit c'est évacué vers l'Aveyron et l'Hérault. Et donc, ils ont des inondations, ou alors ça part de l'autre côté et ils ont des inondations. Donc, il y a juste à regarder la météo, en fait. Et vous verrez, si vous levez les yeux, qu'on a vraiment, à l'heure actuelle, moi j'ai constaté ça depuis 2012 sur le Tarn, on n'en avait pas autant. Et là, c'est vraiment très impressionnant. Il y en a de plus en plus. Moi, je dis toujours que les premiers que j'ai vus dans les années 2002-2003, mais personne ne les voyait, mais ils ont fait des efforts de discrétion. Ils nous faisaient des quadrillages bestiaux. Ils font moins des quadrillages, ils font des trucs qui s'incorporent un peu mieux aux nuages existants. Bon, des fois, ils font des figures remarquables quand même. Mais globalement, il y a plutôt eu un effort justement de se diluer pour être moins remarquable. Et voilà, donc je voulais vous parler, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais on a vite fait de HARP, donc, enfin ce qu'on appelle HARP, c'est-à-dire High Active Oral Research Programme. En fait, ça veut dire programme de recherche appliquée, active, programme de recherche active sur les hautes fréquences aurorales. Donc il s'agit de la ionosphère et il faut savoir que HARP c'est comme frigo, comme le frigidaire. C'est-à-dire que maintenant il y a des installations type HARP privées ou d'État, mais dans tous les pays qui sont civils ou militaires. HARP était le projet strictement sous contrôle militaire des États-Unis
Il a commencé officiellement en 93 à Gakona en Alaska, et ils ont fermé le site de Gakona normalement en 2014, ou 2015. Il y a un rapport du Sénat, on peut suivre la vidéo du Sénat de l'Alaska, interview le responsable du projet ARP, qui dit qu'il est vachement content. Hein. Alors, je reprécise qu'on évite maintenant, nous on le faisait encore, mais maintenant on évite de plus en plus d'employer le mot chemtrail, ou chemtrail, en fait en anglais c'est chem. Et parce que ça nous coupe de toute communication possible avec toute autorité. À partir du moment où vous employez ce mot, vous êtes dans vous êtes dans la conspiration, c'est pas vrai, la théorie du complot. Alors on mélange des tas de trucs vrais avec des tas de trucs faux pour vous faire et on vous appelle ça la théorie du complot. Ils ont jamais marché sur la Lune, bah si, mais les chemtrails ça existe pas, bah si. Voilà. Voilà, ARP, nous y venons. Alors il y a plein de termes qui sont bien référencés dans toute doc officielle, qui sont épandage aérien, épandage d'aérosols, modification du climat. Nous, on dit épandage, alors ils disent fumigaciones en espagnol, on dit spraying en anglais. Voilà, donc effectivement, les gens qui sont dans l'agriculture vous disent oui, mais épandage, c'est quand on épand. Les épandages agricoles, ça en fait partie, c'est au ras du sol, à très basse altitude. C'est les seuls qui sont officiellement reconnus. Nous, quand on a envoyé notre pétition à l'Assemblée nationale, ils nous ont renvoyé la législation sur les épandages agricoles. Alors évidemment, on leur dit, bah oui, mais c'est hors cadre légal, comme on le dit. Donc, le plus d'effets, qu'est-ce qui fait fondre la calotte polaire? Ben, c'est ça. Donc, maintenant, là, le diaporama date de 2009, donc il manquait des infos. Il y avait au moins 6 stations de ce genre sur la planète, mais maintenant, en fait, le programme ARP est fini. Et il se vend. Il faut savoir que aussi les Russes développent le même truc depuis les mêmes années, depuis les années 70-80, ça s'appelle SURA, qu'il y a aussi une organisation sino-européenne, parce qu'il y a les Japonais, les Chinois et des Européens, mais pas les Français, dans une structure qui s'appelle ESCAT, avec une base entre autres à Tromsø en Norvège. Donc ils font la même chose, c'est-à-dire émettre des ondes ultra haute fréquence depuis le sol, c'est-à-dire des rayons gamma et des rayons X, avec un émetteur, dans les spectres des ondes électromagnétiques, plus les champs, plus les émetteurs ou récepteurs sont espacés, plus ça concerne des ondes basse fréquence. Et plus le maillage est serré, plus ça concerne les ondes haute fréquence. Les ondes haute fréquence, dans l'ordre, les plus, c'est les rayons gamma. Ensuite, c'est les rayons X. Donc, l'atmosphère, et en particulier la ionosphère, nous protège des rayons gamma et des rayons X qui sont mortels et qui sont d'ailleurs un des plus gros soucis pour l'astronautique, la survie des astronautes. Après, on a les ultraviolets, le visible, la petite frange d'ondes électromagnétiques dans les ondes visibles qui font l'arc-en-ciel. Puis après, on descend les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Les plus basses ondes, c'est les ondes radio. Donc là, un petit schéma même qui nous montre ce que l'atmosphère terrestre laisse passer normalement comme un rayonnement et à quoi elle est transparente et ce qu'elle bloque. Donc normalement, elle nous bloque. Là, vous avez les rayons gamma de ce côté, les ondes radio de ce côté. Le visible, vous l'avez juste au milieu là. Donc là, on voit un émetteur ARP, c'est-à-dire un tout petit réseau d'ondes. Il émet en ondes très haute fréquence. Et ça chauffe la ionosphère ça fait des spots de réchauffement. Vous trouvez autre part que la ionosphère a la faculté d'amplifier à 300% le rayonnement reçu, ce qu'elle fait du Soleil, ce qui contribue à l'effet de serre qui fait de la Terre une planète vivable. Après, vous avez les grands champs d'antenne, mais c'était dans la première image, c'est ce qu'on connaît de mieux. Bon, alors là, c'est un épisode en Alaska, il leur a neigé de la cendre et ils ont trouvé ça pas normal. Même il y a des volcans, mais quand même. Donc voilà, il y a ça explique en même temps. Donc que fait ARP? Elle réchauffe et fait fondre la calotte polaire en premier. Parce qu'il y a des stations type ARP depuis les années 90 autour de l'Arctique. Et il y a l'exemple de l'Antarctique, alors je suis passé devant, l'exemple de l'Antarctique, c'est que l'Antarctique, il n'y a rien qu'ils font en Antarctique sauf une zone. Depuis qu'il y a une station ARP dans la zone américaine, cette zone, elle fond. Ça d'un point de vue climatique, global, naturel,
la planète, et on est plutôt dans une phase de refroidissement. Le Soleil est dans une... Voilà, ça c'est du point de vue naturel. Donc on crée du réchauffement artificiel, bien dû à l'homme, mais c'est pas celui qu'on dénonce, hein, c'est pas nos voitures. C'est le secret, c'est celui qui s'opère dans le secret militaire. Ça en représente au moins les 9/10. Pour tout, c'est pour ça, c'est comme un iceberg. Nous, on a tendance à ne voir que la partie émergée, alors que c'est le gros de l'affaire, ça se passe dans la partie immergée. Mais si vous avez vu le dessin animé Nemo, hein, des fois dans des trucs, pourtant c'est produit par Walt Disney, hein, mais il y a la réponse. Là, quand à la fin, tous les poissons sont pris dans le filet du chalutier, et que Nemo leur dit nagez vers le fond, nagez vers le fond, nagez vers le fond. Et tout, pas les petits poissons, les gros thons. Ah oui, c'est les gros thons surtout. Et la copine à Nemo. Et donc, ils nagent tous, quand ils se mettent enfin à nager tous vers le fond, ils finissent par faire basculer le chalutier. Et c'est ce qui va se passer. Parce que la prise de conscience, elle s'opère de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de gens qui, concrètement, ont des initiatives comme ça, qui font des trucs vraiment bons pour la vie. Et on est tous de... Ça, c'est global. Hein, je veux dire, il suffit de voir comment les gens réagissent par rapport aux élections. On est de moins en moins dupes de ce qu'on nous raconte. On sait que ce qu'on voit à la télé sur les candidats et tout ça, mais c'est surtout de la grosse mise en scène. Alors nous, notre travail, ça consiste... Il faut qu'on les re-interpelle à chaque élection. Généralement, on les interpelle, tous les candidats, sur ce sujet, au moins pour savoir pour qui c'est le plus intéressant de voter. Donc voilà, je vous laisse la parole, parce que je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On va la remercier déjà. Parce que... En plus, elle est géniale, hein. Elle nous a fait la liaison entre l'air et l'eau, puisque dorénavant, quand vous allez partir de cette conférence, il vous faudra aller nager vers le fond. Donc, vous avez bien compris ça. Voilà, comme les gros thons ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, voilà, ça c'est ce que je vais retenir. Il faut aller nager au fond. Donc, ça, c'est génial. Merci, Claire. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour et merci. Je ne vais pas poser une question intelligente, mais quand même, j'ai envie de la poser. C'est ces gens-là, donc, qui font tout ça, ils vivent aussi sur la planète ou alors ils sont ailleurs ? Vous avez bien raison de poser la question, parce que tout le temps, tout le monde la pose. Bien sûr qu'ils sont là. Tout le monde va gagner son salaire. Hein, c'est plus important que d'être en vie. Notre logique, c'est mon enfant, tu vas faire des études, tu vas avoir un beau diplôme et tu vas gagner beaucoup d'argent. Et voilà, c'est le but principal la plupart du temps dans l'esprit des gens. Les études, d'autre part, autrefois, une personne cultivée, c'était vraiment quelqu'un qui avait des connaissances scientifiques et philosophiques, qui faisait le lien entre ses croyances et sa science. Faut savoir que, en fait, on est dans un monde où de plus en plus la science n'a pas de... Le principe même de la science est de ne pas avoir de conscience. J'ai vu les gens du CNRS, nous, quand on les interpellait, ils nous ont fait « Mais puisqu'on vous dit qu'il ne s'agit que de traînées de condensation des avions de ligne ». Elle était comme ça, la femme. Hein, voilà, parce qu'il ne faut pas sortir de ce cadre. L'ennui, c'est que si on ne sort pas du cadre... Voilà, les gens se rassurent encore. Tout à c'est nous, on est les victimes et les acteurs. D'autant qu'on n'a pas pris on n'a pas besoin de faire intervenir d'extraterrestres, même pour les soucoupes volantes qui sont faire des purs produits de l'armée américaine. Il y en a peut-être qui sont pas terrestres, mais ils ont encore volé des connaissances sur l'énergie libre dans les années 40 pour produire les nazis, ensuite repris par les Américains, pour produire des choses comme ça. Donc quand ils nous impressionnent, quand ils créent des vagues de frayeur, etc., comme il y a pu y avoir, c'est au moins 9 fois sur 10, c'est des purs produits, c'est des objets militaires non identifiés. Donc voilà, tout le monde contribue. Tant qu'on reste dans ce système de croyance, effectivement, on continue à contribuer aveuglément. C'est en nous, la ressource, elle est en nous. Voilà ce que je dis. Il y a pas, faut surtout pas. Ils nous font croire aussi que ça fait partie de la conspiration, nous faire croire qu'il va y avoir un sauveur qui va venir de l'extérieur ou des extraterrestres, soit qui vont venir nous détruire, soit qui vont venir nous sauver. Mais en fait, c'est tout ici. Hein. Ça se passe entre nous. Oui, mais justement, quel est l'intérêt pour eux, puisqu'ils sont aussi victimes ? Oui, alors quand on avait fait les rencontres de Top Secret, on a appris qu'ils avaient des tas de techniques qui nous cachaient, que l'élite de l'élite a des tas de secrets, de rajeunissement, de régénération, etc., qui échappent évidemment au commun des mortels. Je veux bien y croire. C'est fort possible.
ils se prennent au-dessus, c'est les dieux de l'Olympe. On a toujours repensé l'histoire des dieux de l'Olympe, ils sont au-dessus du peuple. Hein, c'est la guerre secrète contre les peuples. Donc effectivement, on va être trop nombreux. Pour vivre à l'américaine, on est tout de suite trop nombreux sur la planète, puisque le principe de vivre à l'américaine, c'est de tout bouffer. Donc, mais bon, il y a d'autres modes de vie. Donc dans cette logique-là, effectivement, on est trop. Il faut trouver une solution pour éliminer discrètement de la population, sinon on va tous s'entrebouffer. Mais en fait, c'est ce qu'ils font, quoi. Et ça, dites-vous bien que c'est la logique militaire. Et tant qu'on croira que les armées nous protègent, on alimentera. Les armées n'ont toujours fait que saigner les peuples. Depuis la nuit des temps, les armées n'ont fait que saigner les peuples. Ça n'a créé que le malheur. Ça n'a jamais défendu que les intérêts des puissants. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein. Et les puissants, aujourd'hui, ils sont bien cachés. Ils nous mettent quelques marionnettes en vitrine et ça se passe par derrière. Donc il y a le CFR, Foreign Council of Relations. Hein, des instances qui tiennent beaucoup de ficelles. Parce que dans ce bouquin-là, il parle que de l'Europe et des nazis de l'Europe, mais il ne fait pas le lien avec, justement, ces mêmes consortiums qu'ont acheté le gouvernement des États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale, puisque le gouvernement des États-Unis s'était engagé dans la guerre. C'était plutôt ruiné, et eux, ils s'en étaient mis plein les fouilles grâce au gaz moutarde des tranchées, déjà. Et ça a été le début de leur fortune. Et sur cette base, après, il a fallu continuer à écouler les produits, donc dans l'agriculture, la médecine, mais ça, je l'ai dit, et ils ont financé la montée du nazisme. C'est eux qui ont financé la montée du nazisme. Même Hitler, c'était un pantin qui a été bien... Et après, toute la clique, une bonne partie de la clique des anciens nazis ont contribué à l'édifier... ont modelé juridiquement, d'abord, et ont fondé ce qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui, donc... non, c'est pas une question. La dame derrière avait une question. Oui, moi je voulais apporter quelque chose. Donc moi je m'appelle aussi Claire. J'étais également amie avec Claire Sévrac, que je sens très proche de ce qui est en train de se vivre là en ce moment. Et donc moi je m'occupe d'un autre volet, mais qui contribue exactement à la même histoire. Je m'occupe des semences. Donc j'ai fait une conférencière sur la problématique de la semence. Et justement, je voulais vous partager ça parce que Claire Sévrac, il y avait quelque chose qui avait déclenché, un des facteurs déclenchants de son livre « La guerre secrète contre les peuples », c'est qu'elle avait su que Monsanto, pour ne pas le citer, avait déposé un brevet sur des semences résistantes à l'aluminium. Et quand elle a compris ça, elle s'est dit « mais c'est pas possible, de l'aluminium, il y en a de façon naturelle, effectivement, dans nos sols et... dans la composition de ce qui nourrit les semences, mais il n'y a pas besoin de les en protéger. Elle s'en occupe très très bien, la semence vivante, toute seule. Et c'est quand elle a compris ça qu'elle s'est dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous coller? Donc il y a aussi tout ce système, c'est qu'ils veulent arriver à ce que tout ce qu'on produit, nous, naturellement, ne puisse plus vivre, puisqu'effectivement, il y a une diminution de la photosynthèse, il y a ce régime des pluies. Alors, le régime des pluies est aggravé, le régime des sécheresses est aggravé. Donc, entre sécheresse et inondation, on va vers de plus en plus de famine. Le contrôle sur l'eau et le contrôle sur la semence, puisque les semences vivantes... Alors, moi, j'ai un autre point de vue, c'est que de toute façon, la force de notre pensée, elle émet des choses qui sont plus puissantes que tout ça, et que quand on ensemence avec une semence vivante, on peut donner l'information à la semence qu'elle ait la capacité de pousser malgré tout ça, mais il faut vraiment aller chercher loin ou très profond et faire au fond du filet tous ensemble. Mais voilà ce qui reliait aussi Claire et moi, c'était cette compréhension qu'ils veulent même arriver à ne plus faire fonctionner ce que la nature a toujours fait toute seule, quoi. C'est-à-dire qu'ils brevettent des semences résistantes à toutes les saloperies qu'ils sont en train de nous envoyer. Voilà. Merci Claire. Tout à fait, c'est ce principe de détruire ce qui est pour construire un idéal meilleur. La nature est mauvaise. Le monsieur, je crois, veut parler. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis un représentant de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Voilà. Je suis aussi conseiller national. Et on défend la vie. Voilà. Vous avez vu certainement son intervention sur TF1. Et justement, je suis là aussi pour prélever des informations pour les remonter au niveau national. Super. Voilà. Alors, je tiens à vous dire, avec beaucoup de reconnaissance, que
que je vous ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a des élections, on interpelle les candidats. Oui. Cette année, moi, je suis pris de court et pas beaucoup ont pensé, donc on l'a pas encore fait. Mais on l'a fait aux dernières présidentielles et il est un des rarissimes à nous avoir répondu quelque chose de cohérent. Merci. Merci. Ben, je vous remercie Ouais. aussi de. Voilà, ben, écoutez, nous allons dans le même sens, c'est très bien. Et aussi, je serai candidat sur le poste de député sur la 2e circonscription et je ferai de même. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on peut trouver des politiques intègres. En plus, j'en vois qu'il y a plusieurs têtes comme ça, nouvelles, qui émergent dans les petits candidats qui représentent vraiment, peut-être pour les différentes couleurs politiques. Mais malgré tout, moi je pense que pour marcher, on a besoin de la droite et de la gauche. Hein. Passer son temps à nous opposer, la droite et la gauche, c'est juste pour nous déséquilibrer parce qu'on a besoin des deux. Et moi, je vous remercie du fond du cœur. Super, ça donne du courage. Et pour finir, je veux dire, un truc, par rapport aux énergies positives, parce que si on lit bien, en lisant Rosa Libertel, donc, qui j'espère un éditeur va s'en saisir. Si vous êtes éditeur, vous connaissez, il y a un éditeur auquel on peut le soumettre, on a des brochures à lui proposer. Eh bien, on voit qu'on peut détruire instantanément la planète. Là, déjà en l'an 2000, il y avait tout. Dites-vous qu'on a une sacrée force positive, il y a de sacrées forces positives en jeu qui font qu'on est toujours là et qu'on peut arriver à cultiver la bonne santé. Donc on continue et on va gagner. Moi, je te le proposerai avec les chantiers du futur et je porterai le dossier et je plaiderai pour ça. Non, merci beaucoup, Claire, parce que, voilà, et encore des Claires, pour nous éclairer un peu plus.